Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry du CERED et ce n'est pas la première fois qu'il présente dans ce séminaire et donc je te laisse la parole. Ok, donc, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Donc, aujourd'hui, oui, Thierry, c'est la troisième fois que je passe ici. Et troisième séminaire aussi, je pense. Avec Marc. Oui, oui, c'est. Je sais pas, peut-être la semaine d'avant, c'était Katia qui a dit que Brest m'a adopté. Oui. En fait, aujourd'hui, je suis là pour partager un peu les résultats d'une étude qu'on a fait avec un projet, Fiche to Sustainability. Mais je vais plutôt parler de la petite pêche et les objectifs du développement durable Madagascar. Donc, les liens entre ces deux volets. Donc, euh, quand on parle de ODD, les objectifs de développement durable, ça m'a un peu surpris au début, puisque ici, certaines personnes n'étaient pas vraiment au courant de ce volet, de ce terme, de ces concepts-là. Quand on a fait les échanges au milieu du mois de juin, là, par rapport à cela. Mais c'est pour ça que je l'ai remis tout simplement ici. Et les objectifs de développement durable, c'est un engagement mondial, mais où il y a des obligations et comme quoi il y a des objectifs qui doivent être atteints, mais doivent, c'est assez impératif. Et est-ce qu'on va les atteindre? On est presque au milieu là et c'est pas si sûr. C'est pas si sûr qu'on va tous les atteindre et qu'il y a tous les pays qui doivent collaborer pour cette atteinte-là. Et là, vu les rapports de force, rapports de pouvoir entre différents pays, est-ce qu'on coopère vraiment pour l'atteinte de ces objectifs-là? On ne sait pas. En tout cas, les ODD sont mis en place depuis 2015 jusqu'en 2030 et on a défini, les nations, au sein des Nations Unies, on défini 17 objectifs avec 169 cibles. Et c'est fondé sur cette triptyque de écologie, l'environnement, donc l'économique et le social, et tout cela pour cet objectif de durabilité, donc l'exploitation et l'existence même de la population végétale. Donc, c'est vraiment pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix d'ici 2030. Un objectif à atteindre. On verra si d'ici 5 ans, c'est d'ici 5, 6, 7 ans là qu'on aura les résultats de tout cela. Mais actuellement, certains indicateurs sont encore au rouge actuellement. À côté, il y a aussi les différentes directives sur la petite pêche par rapport aux pêches artisanales et qui sont par rapport à tout ce qui est contexte de la sécurité alimentaire et l'éradication de la pauvreté qui est mis et qui est administré avec la FAO. Et dans ces directives-là, bah, c'est un des premiers vraiment instruments internationaux qui était négocié et qui concernait les petites pêches, la pêche artisanale. Moi, j'ai vraiment l'habitude à dire la petite pêche parce que la pêche artisanale, chez nous, ça n'a pas vraiment de sens. Puisqu'à 98%, on est dans la petite pêche, moteur, embarcation sans moteur et tout cela. Donc, quand je dis petite pêche, c'est pêche artisanale quand même. Oui, et c'est aussi un consensus mondial sur les principes et orientations en matière de gouvernance et développement de la pêche artisanale. Le document, il essaye de rapprocher tout ce qui est développement social et la pêche vraiment responsable, donc mettre en valeur tout ce qui est culture et objectifs de développement. Il a été élaboré dans un cadre de processus participatif et facilité vraiment par FAO, CFO qui assure un peu euh, l'orientation et tout ce qui est suivi par rapport aux directives volontaires
mais elle est surtout basée sur une base commune dans les principes de droits de l'homme. Dans le projet Fish to Sustainability, il y a, et c'est un hasard, je viens de le découvrir dans la préparation de ce séminaire, il y a 17 institutions qui sont impliquées, comme les 17 objectifs du développement durable. Il y a des institutions qui sont ici en France métropole, comme l'IRD ou l'UBO à travers Katia, ou l'IRD avec Marc et plusieurs autres personnes qui sont impliquées. Il y a Rodolphe de Villers qui est basé à La Réunion. Et il y a FAO, le CAMFRI, c'est un centre de recherche au Kenya, puisqu'il y a 6 pays qui faisaient partie des cas d'études, donc, dont Madagascar à travers le CERED. Au Kenya, c'était CAMFRI. Au Nigeria, c'était le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. À l'Équateur, c'est l'Institut qui gère tout ce qui est pêche et aquaculture. Et il y a plusieurs autres universités qui sont impliquées aussi et d'autres chercheurs, mais vraiment, c'est cas d'études. Nous sommes partis de 3 questions de recherche. Quelle est la contribution de la petite pêche à l'atteinte des objectifs de développement durable? Quelles sont les relations ou synergies entre les ODD, donc entre chaque objectif cible, et quelles sont les différences entre les petites pêches en fonction de leurs caractéristiques, puisque à certains moments, même si ce sont les mêmes pêcheries, il y a des différences au sein d'un pays ou entre pays. Et c'est ce qu'on a voulu voir et étudier. Par exemple, à travers l'effectif des pêcheurs, l'échelle où c'est mis en place, les écosystèmes, et l'objectif 14B qui se tend à garantir aux petits pêcheurs l'accès aux ressources marines et au marché. Ça, c'est un des objectifs qui est assez parlant par rapport à l'objectif 14 qui concerne la vie aquatique, si je ne me trompe pas. Il y a un objectif global qui a été défini et c'est vraiment pour renforcer les communautés de pratique au niveau national. Donc, au niveau des 6 pays, la Colombie, l'Équateur, Kenya, Madagascar, Mexique et Nigeria, qui participent au projet et aussi aider à résumer les connaissances existantes par rapport à la petite pêche et au DD au niveau de chaque pays. Et au-delà des résultats scientifiques, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'apporter les connaissances au niveau de la petite pêche, et que ce soit au niveau local, au niveau international, ainsi que pour contribuer au mieux à la compréhension de l'atteinte des ODD. Donc, on a défini cinq objectifs spécifiques. C'est développer les communautés de pratique à l'échelle nationale dans les 6 études de cas. Concevoir des méthodes génériques qui pourraient saisir les interactions entre les petites pêches et les ODD, identifier les sources de données, les lacunes en matière de données, et qui peuvent aussi éclairer les indicateurs sélectionnés, évaluer les synergies et identifier les voies pertinentes pour la durabilité dans les différents contextes nationaux, et aussi fournir les pistes pour aller de l'avant. La méthodologie globale est basée sur 3 blocs. Donc, il y avait le Work Package 1 qui a analysé les différentes revues publiées en la matière et défini le cadre d'analyse. Au niveau du Work Package 2, c'est là qu'ont été mis les collectes au niveau des 6 pays. Donc, il y a les 3 pays en Afrique et les 3 pays en Amérique latine qui ont évalué les études de cas. Et pour le Work Package 3, c'est pour apprécier les synergies au niveau des petites pêches et les ODD. Et actuellement, on est sur cette 3e phase-là, au niveau du Work Package 3 actuellement. La conception du cadre d'évaluation s'est fait en 4 étapes. Donc, il y avait les sélections des objectifs qui concernaient les petites pêches. Et sur cela, on est parti d'une revue de littérature
à partir de la division des ODD, les 17 ODD. C'était à partir de 2015, les littératures qui étaient sorties à partir de 2015 qui étaient considérées. Et on avait essayé de voir qui avait les liens avec tout ce qui est petite pêche. Et on sait, les Nations Unies ont mis en place le Linked SDGs. C'est un outil qui peut traiter ou analyser un papier publié à travers les concepts qui sont mentionnés dans ce papier-là. Il extrait les informations qui peuvent être liées par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, on a utilisé ça, ça a sorti les premiers résultats et puis on a affiné à partir de ces informations-là pour déterminer vraiment quels sont les différents types de liens qu'on pourrait retrouver par rapport à la petite pêche et les objectifs du développement durable. Après cela, on a défini les différentes variables de la petite pêche. Et dans la définition de ces variables-là, c'était fait en concertation entre les acteurs des différents pays, pas seulement les 6 pays où allaient se faire les études de cas, mais avec l'ensemble de tous les acteurs impliqués, les 17 institutions dont j'ai mentionné au début. Et après, c'était mis en œuvre. Donc, après avoir défini les variables, on a mis les questionnaires, on a élaboré les questionnaires et tout ça. Et on a évalué les petites pêches au niveau des 6 pays. Après, il y avait cette étape de création d'indicateurs composites qui était basée sur les variables sélectionnées et qui étaient agrégées en cibles après. Pour chaque target, pour chaque cible, on les a agrégées et l'agrégation nous a informé sur les ODD et qui a donné l'indice global au final. On pourrait en parler un peu plus en profondeur après par rapport à cette cadre d'évaluation. Donc, il y a 12 objectifs cibles qui étaient retenus et parmi ces objectifs cibles, on a retenu les 36, pas les 36 targets qui sont liés avec l'ODD, donc la pêche et l'ODD. Et comme on voit sur le tableau, c'était assez évident que l'objectif 14 a le plus de cibles qui étaient retenues. Et il y a certains objectifs qui n'ont pas de lien parlant par rapport à la petite pêche et qui n'ont pas été retenus. Donc, il y en a 5 qui n'ont pas été retenus du tout. En revenons sur le cas de Madagascar. Donc, pour Madagascar, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un petit topo de l'environnement de la petite pêche à Madagascar. Nous sommes à environ 29 millions d'habitants actuellement, avec une superficie un peu plus grande que la France et la Belgique réunies, 5600 km de côte, 1 140 000 km² de zone économique exclusive, et on produit annuellement 160 000 tonnes de produits de la mer, et avec environ 110 000 pêcheurs. Et ce sont tous des petits pêcheurs dans la globalité, parce que 98%, c'est dans la petite pêche, vraiment la pêche traditionnelle à Madagascar. La contribution de la petite pêche au PIB est évaluée à 7%, donc c'est pas insignifiant du tout, même si c'est une petite pêche. Et à Mada, les pêcheurs, ils utilisent surtout les pirogues à balancier et aussi qui sont dans la plupart sans moteur. Mais maintenant, certains pêcheurs commencent à utiliser des moteurs. Ils embarquent des moteurs, mais des moteurs vraiment assez faibles. C'est à 8 chevaux actuellement qui sont embarqués. C'est dans la zone d'Antsiran, tout au nord de Madagascar, et sur la côte est, dans la région Nalandirouf, qui commencent à utiliser les moteurs. Il y a plus de 300 espèces de poissons qui sont pêchées à Madagascar et des invertébrés, mais le ministère a défini 5 pêcheries prioritaires qui sont les crabes de mangrove, les crevettes, les poulpes, les langoustes, les concombres de mer. Ce sont surtout des pêches, des espèces qui sont exportées à 95%. C'est exporté, c'est pas consommé sur place. Il est à savoir, je tiens à vous partager que c'est à Madagascar, même si on pêche, on est une île, on consomme seulement 4,4 kilos
4 kilos de poissons par tête par an seulement. Et à l'atelier, il y a 2 semaines, on était un peu ébahis par l'information que c'était au Norvège qu'on consommait 78 kilos. Moi, je me suis dit, bah là, ils mangent du poisson tout le temps, 3 fois par jour, je pense. Mais c'était, même la France, elle n'arrivait pas à moitié de cette consommation-là. Mais c'était riche en échange de ce moment-là. Oui, et la majorité de la production à Madagascar sont exportées, et surtout pour tout ce qui est fruits de mer, là, c'est la totalité, c'est en Europe, hein. La majorité, c'est en Europe, et c'est surtout la France qui exporte, qui importe nos produits. Mais c'est un secteur qui pourvoit du revenu à 1,5 million de population, que ce soit de manière directe ou indirecte. Mais la contribution de la petite pêche au développement est encore peu documentée actuellement. C'est pas encore vraiment informé au niveau international. Donc, pour le cas de Madagascar, on a choisi au final 8 sites qui étaient retenus où on a étudié où on a essayé d'évaluer la pêcherie multispécifique. Et pour chaque site, c'était différent, puisque dans certains sites, c'était pour les crabes de mangrove, les crevettes ou la pêche à pied, la pêche au poulpe, la pêcherie de poulpe, le calmar ou les langoustes. Donc, c'était sur ces 8 sites-là qu'on a mené nos évaluations. La méthodologie était basée sur une approche focus group pour collecter les informations. Et pour ce faire, on a été appuyé par le RENAFEP. Le RENAFEP, c'est un réseau de femmes de la pêche. Donc, c'est un réseau au niveau national, mais qui est membre de Auffischnet, euh, qui est, qui agit dans la sous-région du SADC, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi on a travaillé avec RENAFEP? Mais c'est vraiment aussi pour les aider à s'étendre sur Madagascar, puisqu'il y a certaines zones dont elle n'avait pas encore accès. Et c'était un moyen pour elles de vraiment accéder et étendre leur réseau. Et il y a aussi cette sensibilité par rapport au genre actuellement à laquelle il faut beaucoup faire attention quand on mène des projets, même si ce sont des projets de recherche. Et le réseau RENAFEP a été là et c'était un bon support pour nous. Donc, eux, ils identifiaient les associations et ses membres qui allaient être interviewés à travers les focus group. Et elles préparaient les ateliers. Nous, en tant que chercheurs, on venait là pour administrer les questionnaires. Pour chaque focus group, on a impliqué 10 à 15 personnes au maximum, au max. On a essayé, mais des fois, on est arrivé à 18 personnes. Mais au final, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait cette balance, on avait 44,75% de participation féminine dans les ateliers, tout confondus. Donc, il y avait pas mal de gens qui répondaient parce qu'elles étaient soit les marieuses ou membres des associations, ou même pêcheurs aussi, puisque la majorité des pêches à pied sont faites par les femmes à Madagascar. La majorité, pas à 100%. Et pour la collecte, on a choisi 2 à 3 pêcheries par zone étudiée. Donc, pour chaque zone, les 8 points étudiés, on a étudié 2 à 3 pêcheries et on a fait une pêcherie par jour, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce qu'un pêcheur, il peut faire 2, 3 types de pêcherie, mais il n'est pas spécialisé sur une seule pêcherie, tout simplement, à Madagascar. Ils sont un peu des pêcheurs multitâches. C'est pas focus tout simplement sur les poulpes ou sur les crabes, mais ils pêchent tout ce qui bouge, ils ramènent tout ce qu'ils capturent. Euh, il a été nécessaire de traduire les questionnaires qui étaient établis en dialecte local pour une meilleure appropriation et une meilleure compréhension du questionnaire. Et même si au final, ça allait être saisi de manière informatisée, ben nous, on a préféré utiliser au début les questionnaires sur papier qui étaient à administrer parce que dans certaines zones, il n'y a pas d'électricité, c'est pas facile. Les informations collectées étaient transcrites et puis traduites
et puis retraduite en anglais avant d'être saisie sur l'outil Kobo Toolbox qui a été développé par une collègue Rachel pour l'occasion, pour saisir toutes les données au niveau avant que ça soit uploadé sur le serveur. Et à ce moment-là, sur les 8 sites, on a eu au total 335 participants dans les 8 sites étudiés. Donc là, c'est comment un peu se déroulent les focus group. Des fois, c'est à l'air libre, hein, mais là, c'était en salle. Ça, c'était un des focus à Ndavado, dans la région sud-ouest de Madagascar, ce moment-là. Et dans les résultats, on a pu conclure, c'est un des résultats globaux, hein. C'est la gouvernance à Madagascar, elle est gérée par une réglementation mixte. Il y a la loi qui est dictée par l'État, mais à côté, il y a tout ce qui est normes et pratiques locales, surtout, et qu'on appelle DIN, qui est le plus efficace, je pense, actuellement, parce qu'il y a cette superposition de pratiques et de lois. Et il y a ça. Dans les réglementations, il y a des fermetures pour certaines pêcheries, surtout pour les pêcheries qui étaient définies prioritaires par l'État. Les écosystèmes exploités sont multiples. Il y a les récifs coralliens, les estuaires, les mangroves, l'océan et les herbiers marins. Tout est exploité. Là où on peut trouver les ressources, c'est exploité par les pêcheurs. Et comme type d'engin, nous avons différents types. Les seins de plage qui sont interdits dans beaucoup de régions. Même si c'est interdit à Madagascar, c'est toujours pratiqué. Il y a les nasses à crabes, les filets maillons, les palangres, les harpons et les traditionnels. Donc, on a différents types d'engins qui sont utilisés selon les espèces cibles pour chaque pêcheur. On a aussi pu constater une implication forte des femmes et des enfants dans la petite pêche. Les femmes, surtout, on les rencontre pour les pêches à pied, pour les poules, pêche aux poulpes ou au crabe, où elles sont marieuses, ou elles sont impliquées dans les activités post-capture pour les transformations, soit pour le séchage, soit pour le fumage des poissons. Et c'est dans ce secteur-là qu'elles sont vraiment impliquées. Et les enfants, dès l'âge de 10 ans, ils sont initiés, pas à 100%, mais beaucoup sont initiés par leurs parents, surtout leur père, à la pêche. Et à partir de 15 ans, ça devient leurs activités principales. Il n'y a plus d'école, ils ne vont plus aller à l'école parce que c'est beaucoup plus attrayant, on gagne beaucoup plus avant. Et la majorité quitte, surtout dans les zones de pêche, dépend de l'école. À 15 ans, c'est direct dans les activités de pêche pour avoir beaucoup plus de revenus, aider les parents pour s'autofinancer après. Quelques points qu'on pourrait partager, c'est que il y a vraiment un constat de baisse des captures par les pêcheurs, des captures par tête. Ils constatent ça et ils véhiculent ça. La pauvreté est toujours là, même si ils capturent, si on baisse, c'est encore pire. On a aussi cette croissance démographique qui est importante et qui menace un peu l'exploitation de la ressource. Le taux élevé des chômeurs à Madagascar ou de ceux qui n'ont pas d'activité, qui peuvent se tourner vers les activités maritimes du fait que c'est un accès libre. Il y a aussi des pressions vraiment importantes sur la ressource ainsi que sur les habitats, que ce soit sur les mangroves ou les récifs, à cause de tout ce qui est apport antellurique, antérigène avec les rivières et qui entraîne des envasements auprès des récifs ou des herbiers. Le secteur agricole qui est fortement dépendant du climat rencontre des problèmes aussi avec la sécheresse et tout ça. Il y a pas mal d'agriculteurs qui se convertissent en pêcheurs actuellement et ça, ce sont des menaces assez pesantes. La pratique des pêches non durables aussi, parce qu'ils détournent les coraux, ils utilisent les seins de plage ou les poisons. Il y a différents types de pratiques qui sont non durables. Cette exposition portant aux aléas climatiques, par exemple, les cyclones qui arrachent vraiment les coraux quand ils passent, et là, ça détruit. On constate après chaque cyclone une baisse importante
de capture pour les poulpes, par exemple, parce que c'est l'habitat vraiment qui est, c'est pas une pression anthropique, mais c'est à cause des cyclones qui frappent le pays et, et ça impacte le revenu des pêcheurs au final aussi. Et Madagascar, hein, il n'est pas aussi épargné par la pêche illicite, la pêche INN, pêche illicite non déclarée, non réglementée. Et cette pêche non déclarée, non réglementée, c'est les navires internationaux qui le pratiquent vraiment au large. Mais ça a certains impacts sur, au niveau des petits pêcheurs traditionnels. On pourrait en parler aussi davantage après. Par rapport au cadre mis en place, on a eu les résultats au niveau de chaque cible, donc au niveau de chaque target, les 36 qu'on a définis là, les résultats qui étaient agrégés et qui informaient sur les ODD et aussi les résultats par rapport aux indices globaux et qui nous a montré, par exemple, ici, c'est les résultats par rapport à la pêche au calmar et la pêche à pied. Donc, c'est vraiment différent. On a des informations différentes, des contributions différentes par rapport à chaque objectif cible. Donc là, c'est deux pêcheries différentes. Donc, ils contribuent différemment sur les objectifs du développement durable. Et quand on considère, par exemple, la même pêcherie, par exemple, pour les langoustes, dans la région Nalanzirouf et région Anous, on voit pertinemment que l'objectif 2, l'ODD 2, là, SDGs2, c'est différent. Si dans l'Anous, on est à un niveau à peu près à 2,5, l'objectif 2, c'est éliminer la faim, c'est lutter contre la faim. Et alors que dans la région Nalanzirouf, c'est amplement atteint. Donc, le cadre mis en place nous a permis de voir ces différentes sensibilités par rapport à chaque pêcherie et entre pêcheries. Et ici, par exemple, on a le SDGs 17, les objectifs 17, c'est par rapport au partenariat et accès au marché, tout ça, c'est pas parlant au niveau de notre pays parce qu'on n'a pas de résultats sur ces informations-là. Pour la pêcherie de crabe, par exemple, aussi, il y a différentes informations qui sont obtenues. Et ça dépend aussi, c'est lié aux zones qui étaient étudiées. Donc, la contribution de la petite pêche à l'atteinte des ODD, elle peut être différente à différentes zones, à différentes régions, selon les pêcheries. Donc, il faut beaucoup plus d'attention pour chaque contribution et l'éclairer un peu plus davantage. Mais ce qu'on pourrait dire et en tirer, c'est que le cadre mis en place, c'est un cadre vraiment inclusif, hein, puisqu'il a permis d'inclure la connaissance des pêcheurs, ce qui était évalué à ce moment-là, du point de vue de leur expérience, leur connaissance du milieu, et aussi que les communautés sont conscientes d'un grand nombre de questions. Quand on a échangé avec eux, ils sont conscients de tout cela. Il y a aussi des compléments. Le cadre a permis d'observer il y a des complémentarités au niveau des connaissances des chercheurs et, et des pêcheurs, parce qu'il y a certaines choses que les pêcheurs, ils savent mieux que les chercheurs qui sont à fond dans une certaine pêcherie, par exemple. Mais c'est limité vraiment au niveau des échelles, puisque les communautés, ils ne savent pas les variables à grande échelle au niveau, par exemple, quand on parle de exportation, tout cela, ils n'ont pas cette notion-là. Ils ne savent pas, ils ne peuvent même pas s'exprimer par rapport à tout cela. Mais les communautés sont toujours intéressées à participer et collaborer avec les pêcheurs, puisque ça leur aide. Un des anecdotes, c'est que en 2008, moi, quand je préparais mon mémoire de DEA, j'ai questionné les communautés et j'étais à Anakau, au sud de Madagascar, dans le sud-ouest. Il y avait un monsieur avec qui j'ai fait des entretiens et à ce moment-là, il a dit, bah,
La pêche, bah, demain, tout ce qu'on gagne aujourd'hui, on le consomme, on essaie de le consommer. Demain, on revient à la pêche puisque c'est toujours là. Et c'est un don de la nature, de Dieu. Et c'est pas amené à disparaître. Ça, c'était son discours en 2008. Je l'ai revu l'année dernière, en 2022, en novembre, quand on a fait cette collecte-là. Et on a encore discuté, mais il a changé de discours. Son discours maintenant, c'est qu'il est important de scolariser les enfants. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Et lui, il a dit, mais non, mais la ressource, elle a tellement baissé qu'elle n'arrive plus vraiment à subvenir à nos besoins. Donc, il faut scolariser les enfants pour qu'ils accèdent aux fonctions, pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Parce que là, c'est assuré. À Madagascar, si on travaille ou si on ne travaille pas en tant que fonctionnaire, bah, à la fin du mois, la paye, elle est toujours là. Et c'est ça maintenant leur optique. Et moi, j'ai vu que ce changement, en si peu de temps, oui, c'est assez long, mais c'est assez rapide. Quand on considère entre 2008 et 2023, c'est 15 ans, mais ça a beaucoup changé. Un autre changement dont ils ont partagé aussi, c'est au niveau du climat. Si auparavant, tous les pêcheurs, avant d'aller pêcher, bah, ils observaient les étoiles, le vent, la forme des nuages pour, euh, pour se dire que demain, on va faire la pêche à tel endroit et tout ça. Actuellement, ce n'est plus possible. La météo, elle a tellement changé qu'ils ne peuvent plus lire les étoiles ou les nuages et qu'ils doivent se faire aider des informations via Internet. Donc, ils abordent les rares personnes, il y en a 2 ou 3 ou un accord, qui peuvent avoir accès aux météos via Internet. Et ils demandent à ces personnes-là pour leur dire c'est quoi les prévisions dans les 2 jours, les 3 jours à venir. Alors qu'auparavant, ils n'avaient même pas besoin de ça. Ils naviguaient avec leurs connaissances traditionnelles. Euh, le cadre qui a été mis en place là, elle nous a permis vraiment de saisir les relations entre les petites pêches et les ODD. Et ça, avec tout ce qui est preuve empirique mis en place, ce qu'on a mis en place. Il y a certaines limites qu'on a identifiées quand même. Tout ce qui est scoring, quand on a demandé les notations par rapport aux pêcheurs durant les séances, c'est là que c'est un peu difficile parce qu'il fallait au début informer toute l'assistance de comment est-ce qu'on va procéder. Donc, pour le scoring, ils donnaient leur score, les animateurs avaient leur score et puis ils s'arrangeaient à donner un score assez agrégé au niveau des participants et puis échanger avec les animateurs et puis au final, on validait le score final. Sur cette approche-là, je pense qu'il y a certains biais même à considérer. S'il y a un petit biais, il y a des petits biais à considérer. Et le manque de connaissances aussi rendu certaines notations un peu difficiles. Et par exemple, sur les indicateurs de santé par rapport à l'écosystème et tout cela, des fois, c'est pas parlant du tout, pour les pêcheurs surtout, et que la durée des séances de focus, elle était longue parce que ça durait de 2 à 4, 3 heures, à peu près 3 heures à chaque fois. À la fin, les pêcheurs étaient fatigués et là, ça pourrait aussi amener des biais dans les réponses. Et il y a certains cibles qui ne sont pas aussi pertinents, surtout pour la pêche dans le nord, dans les pays occidentaux. Et ça, c'est surtout lié aux conditions de vie. Quand on parle de sécurité alimentaire, accès à l'habitation et tout ce qui est coopération, ça, c'est pas parlant pour les pays occidentaux, alors que c'est très parlant pour les pays du Sud. Mais c'était défini dans les ODD, mais nous pensons que c'est une délimitation des objectifs du développement durable aussi. Et je pense que là, j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.